Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 2 heures d'actualité internationale. Et à la une de ce lundi, la menace du variant Omicron. Pas de raison de paniquer pour le président américain Joe Biden. Mais les ministres de la Santé du G7 réunis ce lundi ont tout de même insisté pour une action urgente. De plus en plus de pays instaurent des restrictions de circulation face à l'arrivée de ce variant. La réunion entre le ministre des Outre-mer et l'intersyndicale en Guadeloupe n'a duré que quelques minutes. Sébastien Lecornu est arrivé sur l'île pour tenter de désamorcer la crise en cours depuis 2 semaines. Il a exigé des représentants syndicaux qu'ils condamnent les tirs contre les forces de l'ordre comme préalable aux discussions. Et puis le Forum Chine-Afrique de Dakar, un rendez-vous d'après-pandémie pour relancer les relations entre le géant économique et le continent africain. La Chine a promis des vaccins, des annulations de dettes et des investissements. Nous décrypterons la stratégie chinoise avec Kofi Kwaku du Centre d'études Afrique-Chine de l'Université de Johannesburg. Et avant de développer ces titres, on va commencer par féliciter Lionel Messi qui remporte un 7e Ballon d'Or. On va retrouver devant le théâtre du Châtelet Benoît Perrochet. Benoît, il était le grand favori, Lionel Messi, mais ça reste impressionnant, un record absolu de 7 Ballons d'Or. Oui, c'est un record absolu et il n'arrête pas d'en écrire des records et d'en battre des records. L'Argentin qui décroche donc son 7e Ballon d'Or. Cette annonce, elle a été accueillie par une véritable clameur ici, par les quelques centaines de supporters qui se sont massés aux abords du théâtre du Châtelet. Hormis en 2018, Lionel Messi a été à chaque fois sur le podium du Ballon d'Or depuis 2007. Alors s'il n'y avait pas de favori naturel cette année, il se détachait un petit peu du lot. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a remporté cette année pour la première fois de sa carrière la Copa América avec l'Albiceleste, sa sélection argentine, meilleur buteur en Liga la saison passée, même s'il n'a pas brillé, il faut le dire, avec les Blaugrana l'an dernier. Il a quitté son club de cœur pour rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Le Paris Saint-Germain avec qui on attend toujours que Lionel Messi brille. Ce n'a pas encore été véritablement le cas depuis qu'il est arrivé ici dans la capitale française. Si Lionel Messi est sacré ce soir, eh bien, c'est tout simplement la première fois que le PSG aura dans son effectif un Ballon d'Or. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du Paris Saint-Germain jusque-là et on en sait maintenant un petit peu plus, même complètement sur le top 10 de ce Ballon d'Or, puisque Lionel Messi est sacré devant Robert Lewandowski, le Polonais, et Jorginho, l'Italien qui a été sacré avec la Nazionale lors de l'Euro l'été dernier, qui a remporté également la Ligue des Champions avec Chelsea. Karim Benzema au pied du podium, c'est sans doute l'une des raisons qui peut expliquer son absence ce soir. Un petit peu de déception sans doute pour l'attaquant du Real Madrid. N'Golo Kanté termine lui 5e, Cristiano Ronaldo 6e, Mohamed Salah 7e, De Bruyne 8e, Mbappé 9e. C'est-à-dire qu'il y a 3 Français dans le top 10 de ce Ballon d'Or 2021. Un petit cocorico pour commencer ce journal et ce Paris Direct. Merci beaucoup Benoît Perrochet. Et on va passer maintenant au point sur la pandémie, ce que l'on sait du nouveau variant qui inquiète le monde, le variant Omicron. Les ministres de la Santé du G7 se sont réunis à Londres ce lundi. Le communiqué final de cette réunion appelle à une action urgente face à ce virus hautement transmissible. Plusieurs pays se barricadent face au risque de contagion, mais pas les États-Unis pour l'instant. Le président Biden a estimé qu'il n'y avait pas de raison de paniquer. Éléonore Vanel. Le président des États-Unis rassurant, au moment où plusieurs pays ont déjà refermé leurs frontières. Pour Joe Biden, il n'y a aucune raison de paniquer face à la propagation du nouveau variant. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed, not chaos and confusion. Pour le moment, Washington n'envisage pas de restrictions supplémentaires. Les États-Unis ont déjà fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Dans le même temps, Omicron est détecté dans de plus en plus de pays, notamment en Europe, où les dirigeants se montrent bien plus alarmistes. À Londres ce lundi, le G7 a réuni en urgence ses ministres de la Santé. Ils appellent à une action urgente face à ce variant hautement transmissible.
Scientists are working at speed, at home and abroad, to determine whether this variant is more dangerous. And I can assure the House that if it emerges that this variant is no more dangerous than the Delta variant, then we won't keep measures in place for a day longer than necessary. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé souligne la probabilité élevée qu'Omicron se répande au niveau mondial. Mais l'OMS reconnaît aussi l'existence de nombreux inconnus, à commencer par le niveau de protection conféré par les vaccins et la gravité des symptômes. Pour le moment, aucun décès associé à ce variant n'a été signalé. Et à propos des dernières restrictions de circulation liées au variant, le Maroc interdit dès ce soir et pour 2 semaines toutes les arrivées de vols directs de l'étranger. Depuis ce dimanche soir, les vols à destination et en provenance de France étaient déjà suspendus. Des vols spéciaux de rapatriement seront mis en place pour ceux qui n'ont pas pu rentrer en France. L'Australie, elle décide de repousser d'au moins 2 semaines la réouverture de ses frontières. Après 20 mois de coupure totale, elle devait s'ouvrir ce mercredi aux étudiants et aux travailleurs qualifiés étrangers qui devront donc attendre. Enfin, dès ce mardi, le Japon va interdire toutes les entrées de ressortissants étrangers. Si les ministres du G7 ont répété que ce variant était hautement contagieux, on ne sait en réalité que peu de choses pour l'instant sur son fonctionnement. Aucun décès, vous l'avez entendu, lui est attribué pour l'instant, mais on ne sait pas s'il est plus dangereux que ses prédécesseurs, ni s'il résiste au vaccin. Olivier Fessol et Florent Rodeau vous résument l'état de nos connaissances sur Omicron. Il n'est connu que depuis 4 jours à peine, mais il terrifie déjà le monde entier. Le nouveau variant du Covid-19, Omicron, représente un risque très élevé selon l'Organisation mondiale de la santé, mais son directeur a tenu à rappeler que les études scientifiques sur le sujet ne sont qu'à leur début. Nous ne savons pas encore si le variant Omicron se transmet plus ou s'il cause des formes plus graves de la maladie, ni s'il y a un risque qu'il résiste au vaccin. Les scientifiques de l'OMS et du monde entier travaillent urgemment pour répondre à ces questions. Malgré les recommandations de l'OMS, l'Afrique du Sud où a été découvert le nouveau variant est désormais coupée du reste du monde. La nation arc-en-ciel se dit punie pour l'avoir détecté en premier. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Seuls 23,8% des Sud-Africains sont complètement vaccinés, beaucoup plus que dans le reste de l'Afrique, mais bien moins que la moyenne mondiale. Le variant, qui représente près des 3/4 des cas détectés dans le pays, a déjà traversé les frontières. Quasiment tous les continents sont touchés. Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors est-il plus dangereux? Il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, aucun décès ne lui a été attribué. Résiste-t-il au vaccin? Impossible de le savoir pour l'instant. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Pour le secteur du tourisme, qui espérait avoir traversé le plus dur de la crise, l'arrivée de ce variant est une très mauvaise nouvelle. L'Organisation mondiale du tourisme tient en ce moment son assemblée générale. Elle estime à 2000 milliards de dollars les pertes du secteur en 2021 en raison de la pandémie. La reprise de l'activité entamée dans la deuxième moitié de l'année est lente et fragile, d'autant plus fragile donc avec l'arrivée d'Omicron. Le couvre-feu nocturne en Guadeloupe est prolongé jusqu'à jeudi matin, 5 heures. Des barrages continuent d'être installés en divers points de l'île. Le ministre des Outre-mer est arrivé ce lundi à Pointe-à-Pitre pour tenter des négociations 2 semaines après les premières manifestations de colère. Mais la première rencontre du ministre avec l'intersyndicale a tourné court ce lundi. Sébastien Lecornu exige comme préalable aux discussions que les syndicats condamnent les tirs à balles réelles contre des policiers et des gendarmes. Diane Schlinger de France 2. Ici, un peu partout sur l'île et même sur les routes de campagne, des barrages sont reconstruits ce matin. Dès qu'il y a un soignant, on retire les pneus, après ça on remet, pas de passage. Parce que le ministre a décidé d'être radical, nous aussi nous devons être radicaux aussi. Ces manifestants n'ont qu'un objectif, prouver leur détermination, leur capacité à bloquer la Guadeloupe pour peser sur les négociations en cours. Ça nous a mis en colère, mais bon, on ne va pas démordre.
C'est-à-dire on ne va pas se laisser aller, on ne va pas se laisser abattre, on est sous le piquet de grève. Car au même moment, le bras de fer est engagé devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Nous pas assiser et nous gagnons 10 c'est ça. Attendez comment. Avec près d'une heure de retard, 4 représentants syndicaux finissent par entrer dans le bâtiment. Ce qu'ils crient, allez leur dire qu'on en a marre de parler. L'entrevue dure 10 minutes à peine, le temps d'un dialogue de sourds. On a déposé à nouveau notre plateforme de revendication avec les points prioritaires qui sont effectivement l'arrêt des suspensions des salariés. Si réellement, il y a une intention de négocier, nous sommes là et nous attendons. À l'intérieur, Sébastien Lecornu surveille la situation d'une fenêtre. Devant notre caméra, il se montre inflexible. Des gens qui veulent pas condamner des violences, des tentatives d'assassinat contre des policiers et des gendarmes et qui estiment que c'est l'État qui est à la source de ces violences, par définition, ça n'aide pas à avoir une conversation qui soit claire. Cela fait maintenant plus de 4 heures que la situation est dans l'impasse ici. Chacun campe sur ses positions et refuse la moindre concession. La suite du programme de Sébastien Lecornu aux Petites Antilles est pour l'instant très incertaine. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris ce lundi. Première rencontre depuis 5 mois entre les délégations de l'Union européenne, de l'Iran et de la Russie. Optimiste à l'issue de leur entrevue, la délégation américaine n'était pas présente, les représentants iraniens refusant toujours toute négociation directe avec elle. On va se pencher à présent sur le forum de coopération sino-africaine qui s'est tenu en dehors de Dakar. Le précédent rendez-vous du genre avait eu lieu il y a 3 ans à Pékin. Depuis, la pandémie est arrivée et la Chine a promis aujourd'hui 1 milliard de doses de vaccins au continent africain, mais aussi des annulations de dettes pour permettre aux économies de se remettre de cette période. Enfin, la Chine a annoncé des dizaines de projets dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, du numérique, du développement vert ou encore de la sécurité. Mon invité sur ce sujet est Kofi Kouakou, chercheur au Centre d'études Afrique-Chine de l'Université de Johannesburg. Bonjour à vous. Alors récemment, le président chinois a inscrit sa pensée dans l'histoire du Parti communiste. L'originalité de celle-ci, c'est une stratégie de développement économique, les nouvelles routes de la soie. Il y a dans cette stratégie du président Xi Jinping une place importante pour l'Afrique. En effet, l'Afrique occupe une place très importante parce que on sait déjà que l'Afrique, c'est un continent très convoité de façon géopolitique. C'est vrai et c'est un peu dommage que l'Amérique et l'Europe ont un peu délaissé l'Afrique. Et donc, les Chinois ont saisi cette occasion pour faire de l'Afrique un partenaire de choix. Et en fait, la stratégie chinoise est très simple. Elle se caractérise parce que le président Xi Jinping lui-même appelle un socialisme à caractère très chinois, mais qui veut dire que c'est vraiment un mélange de pragmatisme absolu fondé sur les anciens héritages idéologiques de Mao Tse-tung et puis de Deng Xiaoping, qui veut dire qu'il faut être très pratique, il faut être pragmatique. Et ce pragmatisme, en fait, se sent dans son discours. Il a déjà montré un pragmatisme économique très, très important cette fois-ci, avec 3 petits caractères très importants, c'est-à-dire les Chinois identifient très vite les questions importantes pour l'Afrique, et dès qu'ils identifient ces questions, ils mettent en place des programmes, et cette fois-ci, ils ont mis 9 programmes en place, très intéressants, beaucoup de pragmatisme. Donc, il y a 3 éléments là-dedans. Identifier d'abord ces programmes, et puis les exécuter. Et cette exécution aussi se fait très rapidement, donc la vitesse des exécutions est très importante dans leur stratégie. Et cette fois-ci, le président Xi Jinping a proposé 9 programmes très importants et chaque programme a des sous-programmes aussi importants. Des programmes sur la santé, sur l'agriculture, juste pour être concret, sur le numérique, le développement vert, la sécurité. C'est ça. Et surtout, très important, c'est la relation entre la réduction de la pauvreté et l'agriculture. Et cette fois-ci, ça serait très important parce qu'ils ont déjà des mécanismes d'évaluation qui leur permettront, après cette conférence et ce sommet, de vraiment trouver les moyens pour pousser ces programmes pour que l'Afrique et la Chine, ce qu'ils appellent, bon, ils ont des termes un peu barbares, bon, je dis barbares parce que c'est un peu nuageux, par exemple, comme gagnant-gagnant, un futur commun.
Alors justement, est-ce que c'est partenariat réellement fiscal. gagnant-gagnant? Parce que la Chine a été critiquée pour ses pratiques sociales, environnementales en Afrique ou encore sur le déséquilibre des échanges commerciaux. Est-ce qu'il y a une volonté de rechercher des échanges plus vertueux? Ben oui, bien entendu. Mais les termes dont je vous ai parlé, gagnant-gagnant et puis bon, partenariat équitable, bon, c'est vrai, ça ressemble un peu à des termes pompeux, mais c'est une façon linguistique pour les Chinois d'aborder ces thèmes. Ça permet de mettre ce qu'ils appellent un idéal en avant et puis de concrétiser cet idéal-là avec un certain pragmatisme de programme très clé. Alors, on parlait des différents secteurs dans lesquels la Chine voulait investir, notamment sur la sécurité. On sait que la France a réduit sa présence au Sahel, que la Russie en a profité notamment pour proposer son aide au Mali. Est-ce qu'on risque de retrouver la Chine sur cette question de la lutte contre le djihadisme? Les Chinois restent un peu encore très calmes et ils ne sont pas très visibles. Ils utilisent ce qu'on appelle en anglais le soft power. Et les Russes utilisent un peu ce qu'on appelle aussi l'autre côté, le hard power. Et les Chinois, progressivement, bien qu'ils ne sont pas visibles, un peu silencieux, eux, ils pensent déjà que les questions de terrorisme, vraiment, sont des symptômes de problèmes bien plus structurels comme des questions de pauvreté et d'inégalité. Et si on règle ces problèmes-là, des problèmes structurels, le terrorisme va disparaître. Et c'est un peu cela leur position. Mais petit à petit, ils seront obligés de faire face au terrorisme. Peut-être ils seront un peu plus visibles, mais ils n'enverront pas des Chinois, par exemple, comme les Américains le font en Afghanistan, en Syrie, et puis dans d'autres régions dans le monde. Le ministre sénégalais de l'économie a profité de ce forum pour demander que la relation chinoise avec le continent africain soit moins centrée sur la dette. Le président chinois a annoncé dans la foulée l'annulation de certaines dettes. Là aussi, c'est du pragmatisme, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a plus à gagner dans les investissements en Afrique pour la Chine qu'à récupérer tout simplement le produit de la dette. Mais si les Chinois sont très astucieux, ils réfléchissent à long terme, à très long terme, et ils savent par exemple que si par exemple ils annulent 1 ou 2 dettes ou 3 dettes, ou bien qu'ils les prolongent, c'est pas vraiment grave pour eux. Donc ils vont sûrement permettre à ce genre de choses-là de se présenter. Ils vont faire des offres et ils vont alléger un certain nombre de dettes. Mais à long terme, ça va les arranger. Et les Chinois sont très astucieux dans ce genre de domaine. Et ils font du visible. Ils ne font pas que parler. Ils construisent des hôpitaux, des infrastructures. Un des endroits les plus intéressants en ce moment pour cette conférence, c'est surtout le numérique et les infrastructures numériques en Afrique. Et ils sont prêts avec Huawei, ZTE et tout ça à développer des infrastructures à long terme en Afrique. Donc, tous ces investissements et puis bon, ces dettes vont être réduites à long terme, mais ça va leur profiter. Merci beaucoup, Kofi Kouakou, d'avoir été l'invité de France 24. Merci à vous. Merci.